Super. Bah, bonjour à tous. Je me présente donc moi je suis le docteur Emmanuel Sanson. Je suis médecin de médecine physique et réadaptation au CHU à Rennes. Alors moi j'ai une orientation plutôt pédiatrique, mais je suis aussi chargée de coordination au centre de référence. Donc et je suis accompagnée du coup de Sandrine de Noailles. Bonjour à tous. Donc Sandrine, je suis infirmière coordinatrice au centre de référence avec Mathilde, voilà, qui est absente ce jour. Et donc, je remercie déjà Monsieur Hafner de nous avoir conviés aujourd'hui. Je vous remercie d'être venu, hein, vous viendrez. Ça nous fait plaisir. Et on doit donc vous parler de la prise en charge des patients adultes au centre de référence de Rennes. On va vous parler de notre modeste expérience d'une quinzaine d'années déjà. Du coup, je compte dans un premier temps de vous parler de la structure, hein, de manière très pratico-pratique, de vous parler finalement des deux types de patients adultes qu'on prend en charge. Donc, c'est des patients qui vont soit faire le relais enfant-adulte, soit des patients qui vont venir pour un bilan pluridisciplinaire ponctuel. Et c'est surtout du coup Sandrine qui vous parlera de ça. Ensuite, je vous parlerai d'une petite étude qui a fait l'objet de mon mémoire et des autres projets du centre du coup de référence. Et à la fin, du coup, sentez-vous libre de nous poser des questions, de nous donner des pistes pour l'amélioration, parce que je pense qu'il y a toujours mieux à faire. Du coup, un bref historique, le centre de référence à Rennes, il a été créé en 2007 et il a été labellisé centre de référence national en 2012. Il est resté centre de référence national pendant 5 ans et en 2017, on est devenu site constitutif donc, de CEMAVEM et actuellement, une relabellisation est en cours. Les missions du centre de référence, c'est le soin, bien sûr, mais surtout la coordination des soins, aussi bien avec les autres régions qu'avec la médecine de ville. On a aussi beaucoup d'axes de recherche et le but aussi est de former aussi bien les étudiants que nos patients. De manière très pratico-pratique, si vous avez besoin de venir nous voir et de nous contacter, vous avez ici du coup la localisation du centre avec l'adresse, notre adresse mail si jamais vous aviez besoin de nous contacter et les horaires du coup de l'accueil téléphonique. Je vais vous présenter du coup l'équipe de coordination. Ah pardon, je la remets. Ah, je vous la remettrai après si vous voulez. L'équipe de coordination du coup est composée du docteur Perronnet, c'est lui qui est coordonnateur du centre. Je suis du coup on va dire son adjointe. Je suis chargée de coordination. Pardon. Et le docteur Chaise est le médecin de médecine physique et de réadaptation qui s'occupe de coordonner les soins adultes. Et nous avons deux super infirmières de coordination, Sandrine et Mathilde, qui sont finalement vos interlocuteurs principaux, enfin en tout cas le plus souvent au centre. On n'est pas tout seul, hein, sinon on n'y arriverait pas. On est accompagné d'une équipe donc de médecins, médecins MPR, radiologues, chirurgiens plastiques, orthopédistes, urologues, gastro-entérologues. Tout ça, c'est des gens qui sont formés à la prise en charge des patients porteurs de dysgraphisme. Et on est également accompagné de plusieurs autres métiers de rééducation, psychologue, orthoprothésiste, diététicien. Et toutes ces personnes vont aider à avoir un parcours de soins coordonné et global. Qui voit-on au centre de référence à Rennes ? Il y a les patients que je suis moi à l'âge enfant qui vont progressivement passer à l'âge adulte, donc des patients qui sont suivis, qui sont de la région, et des patients aussi qui peuvent déménager, hein, on a le droit de changer de ville au cours de notre vie. Et on organise aussi des bilans, je pense que c'est un peu ce qui fait... j'ai envie de dire, pas la renommée, mais presque du CHU à Rennes, ces bilans qu'on organise pour les patients souvent qui sont en rupture de soins, qui ont été suivis longtemps à l'âge pédiatrique et qui, à l'âge adulte, soit ont eu marre, finalement, de voir des médecins tout le temps, soit trouvent pas d'interlocuteurs adultes qui savent de quoi ils parlent, soit des personnes du coup qui du coup sont en rupture de soins.
On pourrait croire avec le temps que notre file active va diminuer, qu'il y a d'autres centres adultes qui vont émerger. En fait, on voit depuis 2013 du coup, que notre file active ne fait qu'augmenter. On était l'année dernière à 273 patients, avec seulement un tiers finalement de patients de moins de 18 ans, donc beaucoup de patients adultes qu'on suit à Rennes. Actuellement, là, en 2022, on doit être à 250 patients vus au moins une fois dans l'année. Et du coup, je te laisse la parole. Oui. Donc, je vais vous présenter l'organisation de la prise en charge donc, de tous nos patients adultes au centre, donc, en 2 temps. Là, le premier temps, c'est l'organisation des patients donc, de notre région. Et le second temps, je présenterai ce qu'est le bilan pluridisciplinaire au centre de référence. Donc, je commence tout d'abord par l'organisation de nos patients de la région. C'est coordonné par 2 infirmières en lien avec toute l'équipe médicale et paramédicale qu'Emmanuel vous a présentée. Donc, les premières consultations, j'ai envie de dire, ce sont d'abord c'est les enfants qui passent à l'âge adulte. Donc c'est vraiment le premier suivi de patients que nous avons. Hein. C'est ce qu'on appelle la transition enfant-adulte. Je vais le mettre comme ça parce que je vois beaucoup mieux que sur l'écran. Voilà. Et je tiens à préciser que la prise en charge de tous ces patients, elle est vraiment individuelle. Elle est propre à chacun. Tout le monde n'a pas le même, ne voit pas le même praticien. C'est vraiment en fonction de leur problématique. Donc cette prise en charge de patients, elle se passe d'abord par la programmation de rendez-vous annuels. Donc pour cela, on a un fichier informatique où sont répertoriés tous nos patients. Et quand ce patient voit l'urologue, par exemple, on lit ce compte-rendu. Et dedans, il est annoté que le patient doit revenir dans 1 an. Donc 1 an après, enfin 10 mois généralement après ce rendez-vous, on contacte le patient et on lui transmet son rendez-vous. Voilà. Et on ne le fait pas trop vite non plus. Généralement, on prévient 2 mois avant la consultation. Donc, on programme donc ces rendez-vous. Autre chose, comment on communique avec nos patients? On échange beaucoup par téléphone, par mail. Donc, dès qu'ils ont une problématique ou un simple conseil, en fait, donc ils nous appellent, ils nous envoient un mail. On a tous les aidants aussi, hein, donc ça peut être les foyers de ville, le SAMSA, les infirmières libérales. Vraiment, on répond à toutes ces demandes et on essaie de le faire au plus près de leurs demandes. Voilà. Et donc, toute cette analyse, on le note sur informatique. Et en plus, on le transmet à nos équipes médicales. Vraiment, quand nous-mêmes, infirmières, on ne peut pas résoudre la problématique, donc on l'aborde en équipe. Donc on a 2 réunions de concertation pluridisciplinaires. Le lundi qui est plutôt centré sur la prise en charge MPR, donc plus locomoteur. Et le mardi, c'est plutôt une réunion pluridisciplinaire centrée sur les problèmes urinaires, digestifs. Et donc j'insiste, vraiment tout est tracé. Et donc quand un patient nous appelle, vraiment, on retourne sur son dossier, on a vraiment accès à tout son suivi au centre. C'est pour nous très important, parce que quand on s'absente, au moins on a un guide en fait, sur ce qu'on lui a dit, ce qu'on a fait, ce qu'on lui a conseillé. Donc voilà pour l'organisation de nos patients, donc de la région. La deuxième organisation que nous avons, c'est les organisations de bilan pluridisciplinaire. Donc on a fait à peu près une 40aine par an. Alors pourquoi pas plus? Parce qu'on a des créneaux de rendez-vous bien spécifiques qui sont dédiés à nos patients spina bifida. Et vous allez voir plus tard, vous allez voir que leur semaine, elle est très chargée et on ne peut pas assurer en fait 2 bilans par semaine. Donc c'est un parcours de soins sur 3 à 5 jours avec des consultations pluridisciplinaires, donc aussi bien consultations médicales que paramédicales. Et elle est pour tout patient atteint de dysgraphisme, donc de France comme de l'étranger. On fait à peu près,
je dirais 2 à 3 bilans pluridisciplinaires pour des patients venant de l'étranger. Donc, en pratique, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est un nouveau patient qui nous appelle ou qui nous envoie un mail. Donc, souvent, c'est via l'association de patients, en fait. Je pense que vous devez beaucoup échanger entre vous. Et donc, il nous contacte. Ça peut être les aidants, ça peut être le médecin traitant aussi qui nous contacte pour nous présenter un patient. Donc voilà, donc le patient nous appelle, on reprend les premiers éléments. Et après, 2 choses s'offrent pour ce patient. Donc soit on le guide vers un centre de compétences au plus près de son domicile, parce que voilà, c'est quand même la priorité. Pour nous, le patient, il doit être suivi proche de son domicile et pas centré sur un seul centre. Voilà, donc soit il va vers un centre de compétences près de chez lui, soit on le fait venir en bilan pluridisciplinaire, donc au CHU, et pour cela, on fait un entretien infirmier qui dure à peu près 1 heure à 1h30. On présente ce dossier au médecin et après, on organise le bilan pluridisciplinaire. À la suite de ce bilan pluridisciplinaire, donc soit on décide que ce patient organise son suivi au CHU de Rennes parce qu'il est proche de Rennes, ou soit on le redirige vers d'autres professionnels au plus près de son domicile, et notamment tous les centres de compétences que vous pouvez trouver sur la filière Neurosphinx. En pratique, donc un bilan pluridisciplinaire, ça commence par un entretien infirmier qui dure à peu près donc 1 heure à 1h30. La chose importante, c'est qu'on part de la problématique des patients. On leur pose une question ouverte, en fait, qu'est-ce qu'ils attendent du centre de référence? Et donc, ils formulent 3 priorités. Là, après, on fait le tour des antécédents médicaux, chirurgicaux, en lien avec le spina bifida. Et enfin, on aborde on fait un recueil de données sur toute la dimension donc, urinaire, digestive, locomotrice, socio-professionnelle, sexuelle, gynécologique et neurologique. À la suite de cet entretien, donc on le présente au docteur Chess, qui est le médecin de médecine physique et rééducation, qui prend en charge les adultes. Et donc elle valide ou pas le bilan, mais bien souvent le bilan il est validé. Et donc, on peut organiser la programmation. Et donc, comme je vous disais il y a un instant, on part vraiment, on fait formuler vraiment aux patients ses attentes du centre de référence. Après donc, tout cela, on programme tous les examens. Donc, il y a tout d'abord des examens que l'on fait systématiquement. Donc, il y a une coloscopie courte, une manométrie anorectale, un uroscanner, une IRM encéphalique et médulaire et un bilan urodynamique. Il y a aussi des consultations médicales systématiques. Donc, chaque patient rencontre l'urologue, un gastro-entérologue et un médecin de médecine physique et réadaptation. En fonction de ces problèmes, on peut l'amener à consulter un neurosexologue, un neurochirurgien, un orthopédiste, un dermatologue, un gynécologue. C'est vraiment fonction de ces problèmes. Et il y a des consultations paramédicales. Donc, en systématique, il voit l'ergothérapeute, le kinésithérapeute et l'infirmière. Donc, nous, on le voit 2 fois, le patient, à son arrivée. Et on refait une synthèse en fin de programme, en fait, où on reprend toutes les consultations avec lui et on lui refait formuler, en fait, tout ce qu'il a entendu lors de ces consultations. Et il peut rencontrer l'assistante sociale, la diététicienne, une psychologue et une conseillère en génétique. Après cette programmation, donc on envoie la convocation. Donc dans la convocation, on trouve le déroulé de bilan, les ordonnances nécessaires au bilan. Donc il y a bien souvent une prise de sang et une analyse d'urine. Il peut y avoir des radios.
en fonction si nos patients ont eu des arthrodèses ou s'ils ont une dérivation ventriculo-péritonéale. Et on envoie beaucoup de questionnaires. Donc, il y a le questionnaire Mieux vous connaître, un calendrier mictionnel, un calendrier des selles et un questionnaire alimentaire. Donc tout ça, c'est pour aider nos médecins et nos paramédicaux à préparer leurs consultations et aller au plus près en fait, des demandes. Et donc dans cette convocation, on y trouve aussi des documents sur les examens que nos patients font, donc entre autres le bilan urodynamique et la manométrie anorectale. Les modalités de prise en charge, alors j'ai envie de dire le plus pour quand on fait un bilan pluridisciplinaire, c'est que depuis peu, en fait, le CHU a, au niveau de son site, un hôtel hospitalier où nos patients venant de toute la région ont la possibilité d'y être logés. C'est un studio, hein, ils peuvent y prendre leur repas, se faire à manger, et il est situé tout près du centre de référence. Donc c'est vraiment un atout. Malheureusement, il n'est pas accessible aux gens qui sont en fauteuil roulant, et donc on a une autre proposition, un autre lieu d'hébergement qui est un petit peu plus loin de Pontchaillou, mais qui est accessible à pied ou même à métro, et ce qu'on appelle donc la maison d'accueil des agents. Le plus aussi de ce bilan, c'est qu'on demande aux patients de venir de préférence accompagnés par son conjoint, par l'aidant, voilà, pour assurer le patient, pour qu'il se sente plus à l'aise. Et voilà. Alors j'ai eu l'occasion de visiter cet hôtel hospitalier. Donc alors, il ne fait pas qu'hôtel hospitalier, c'est aussi une résidence en fait étudiante. Et quand c'est à l'extérieur. Non, c'est sur le site du CHU de Rennes. Et c'est avant tout une résidence universitaire. Et dans cette résidence, il doit y avoir, il me semble, une dizaine de studios qui sont réservés pour les patients de l'hôpital. Alors non, pour le repas du midi, il est pris sur le CHU. Et pour le repas du soir, quand on est à l'hôtel hospitalier, on peut, la cuisine centrale peut livrer aussi un repas le soir quand on est à l'hôtel hospitalier. Pour la maison des agents, on ne fournit pas de repas en fait. Donc on peut, sur cette semaine, parce que c'est quand même sur 4 jours, donc si vous travaillez, on peut délivrer un arrêt de travail. Et donc ça, c'est 2 images donc vous avez en haut l'hôtel hospitalier, donc qui est vraiment tout neuf, et la maison des agents qui est gérée donc par une association. Oui, c'est tout neuf. On est d'accord que c'est complètement illogique. C'est tout neuf et pas accessible. Ouais. Nous, en fait, j'ai visité, je suis allée voir en fait au plus près. Et on a même emmené l'ergo pour constater que, en fait, non, un bac de douche, c'est pas accessible. Enfin, nous aussi, on a trouvé que c'était, c'est vraiment ridicule. Alors, oui, c'est un comble. Surtout qu'en fait, et ça sert aussi aux patients qui sont en ambulatoire, mais qui en fait font l'aller-retour de loin dans la région. Enfin voilà, il y a des gens qui sont isolés, plus isolés qu'à Rennes, et qui viennent se faire opérer en ambulatoire. Et par exemple, une personne âgée, on lui propose un studio avec un grand bac de douche avec une marche. Ça n'a pas de sens. On est bien d'accord. Il y a un studio MPR, enfin vraiment pour les personnes à mobilité réduite dans cet hôtel, mais il est destiné aux étudiants en fait qui à mobilité réduite. Étudiants en médecine ou étudiants en général? Alors il y a beaucoup d'étudiants en médecine. Ouais. Et donc ça, c'est le déroulé d'un bilan type d'un patient qui vient en bilan pluridisciplinaire. Donc comme vous voyez, c'est 4 à 5 rendez-vous par semaine sur 4 jours. Donc c'est une semaine bien chargée et au bout de 4 jours, les patients sont quand même bien fatigués parce que c'est beaucoup d'informations. Oui.
Non, il y a un lieu qui se situe au premier étage du bâtiment où se trouve le centre. Et donc, ce sont les cuisines centrales aussi. Il y a une salle à manger et il y a un repas qui est réservé aux patients. Ah oui, voilà. Après le bilan, qu'est-ce qui se passe? Donc nous avons donc deux staffs. C'est des réunions de concertation pluridisciplinaires. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le lundi, c'est plus centré sur la problématique locomoteur. Donc on se réunit avec le médecin MPR, la kiné, l'ergothérapeute, l'assistante sociale. Donc on discute du dossier du patient. Le lendemain, on fait la même chose, mais avec la neurosexologue, l'urologue, j'ai oublié qui, la gastro-entérologue. Et à la suite de ces deux réunions de concertation, on fait une synthèse médicale. Et en plus de cette synthèse médicale, on fait, nous, Mathilde et moi, on fait un projet de soins personnalisé. Donc on revient en fait sur les consultations, on utilise des termes un peu moins médicaux et on vous apporte des conseils sur la poursuite de votre prise en charge. Voilà, et on adresse tous ces comptes rendus donc à votre médecin traitant qui reste et qui doit rester votre interlocuteur. Et on envoie aussi à tous vos médecins qui vous suivent à proximité de chez vous. Et on adresse aussi un courrier aux médecins qui sont susceptibles de vous suivre dans la région où vous habitez. Et on reste voilà, vraiment à disposition. Si à la suite de ce bilan, vous avez des questions à nous poser, voilà, vous pouvez nous recontacter. Alors du coup, suite à notre expérience sur les bilans adultes, on m'a demandé, en 2019 ça a commencé à dater, mais c'était mon travail de mémoire pour l'obtention de mon DES de MPR, on m'a demandé de travailler sur finalement le retour d'expérience sur l'entretien téléphonique. Est-ce que les patients avec un dysraphisme attendaient en fait de notre centre de référence? Qu'est-ce qui étaient les plaintes les plus exprimées par ces patients? Cette idée d'étude est partie du fait que, je ne vous l'apprends pas, hein, l'espérance de vie des patients atteints de dysraphisme, elle s'est allongée au cours du temps avec, selon les études, 75 à 85% des patients avec un myéloméningocèle qui atteignent l'âge adulte. Et heureusement, on est passé d'une prise en charge plutôt d'organes à une histoire d'améliorer la qualité de vie des patients. Du coup, dans cette idée-là, le centre de Rennes s'est dit qu'il faut absolument mettre au centre de cette prise en charge le patient lui-même. Parce que nous, on attend en tant que soignant, mais ce que lui, il veut, qu'est-ce qu'il veut qu'on prenne en charge? Donc on a fait de cette étude rétrospective dont l'objectif était d'étudier les plaintes, les demandes exprimées spontanément par le patient lorsqu'il venait consulter au centre de référence. L'objectif secondaire, c'était d'essayer de trouver un lien entre les types de plaintes et les caractéristiques cliniques et démographiques des patients. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a été labellisé en 2007 et en fait en 2010, on a créé une base de données où toutes les données cliniques des patients sont rentrées. Tous les patients qui viennent au centre, du coup, sont inclus dans cette base de données et tous ont normalement un entretien donc, que vient de vous décrire Sandrine, d'1 heure à 1h30 où on pose toutes les questions qui sont nécessaires à sa venue au centre. Parmi ces questions, l'une d'elles est formulée de la sorte, c'est quelle est la première chose, le premier symptôme en lien avec votre pathologie qui vous gêne le plus au quotidien? Et on pose 3 fois cette question. Et dans mon étude, moi j'ai considéré que la première plainte exprimée, c'était la plainte principale, ce qui gênait le plus le patient. Quelle est la question ? La question, c'était celle-ci. Quelle est la première chose, le premier symptôme en lien avec votre pathologie qui vous gêne le plus au quotidien? La question était ouverte comme ça, en fait. C'est dur, hein. Et je trouve que les patients s'en sont super bien sortis. On n'a jamais trop, en fait. Ils répondent toujours à cette question. En fait, finalement, il y a toujours quelque chose qui motive le fait de prendre rendez-vous.
Et du coup, ce qui nous paraissait important, c'était de savoir finalement pourquoi ils prenaient rendez-vous et d'essayer de comprendre a posteriori pour quelles raisons et qu'est-ce qu'ils attendaient, qu'est-ce que vous attendiez finalement en majorité. Alors ça aurait pu être tout à fait homogène, hein, on aurait pu avoir des réponses qui étaient pas toutes les mêmes. Et vous allez voir que en fait, vous êtes tous d'accord quasiment les uns avec les autres. Donc j'ai inclus tous les patients de la base de données entre 2010 et 2018. Donc ça fait qu'une petite période de 8 ans, mais vous verrez que ça fait 350 patients tout de même, adultes, avec des patients avec un dysgraphisme avéré, donc ouvert-fermé, âgés de plus de 18 ans et qui avaient eu l'entretien téléphonique. J'ai exclu toutes les personnes qui avaient moins de 18 ans au moment de l'entretien, parce que souvent c'est les parents qui avaient répondu aux questions et pour moi c'était pas la même problématique, c'était une autre étude. J'ai enlevé les personnes qui n'avaient pas pu répondre, ou c'était les aidants qui avaient répondu aux questions, et ceux où, a posteriori, le diagnostic de dysgraphisme n'était pas confirmé. Parce que ça arrive aussi qu'on fasse des bilans et qu'en fait, on se rende compte qu'avec les comptes rendus médicaux, ça nous arrive de moins en moins, mais qu'en fait, ce ne sont pas des dysgraphismes. J'ai recueilli l'âge, le genre, le niveau moteur, le type de spina, ouvert, fermé, le mode de locomotion principal, le mode d'élimination urinaire, fécale, et j'ai essayé de classer du coup les plaintes qui avaient été exprimées et je les ai rangées dans 10 catégories, pas arbitraire, hein, j'ai d'abord regardé toutes ces plaintes et je les ai rangées. Finalement, ça fait quand même 347 patients adultes, ce qui n'est pas négligeable comme cohorte, avec 145 hommes et 202 femmes. L'âge moyen des gens était de 36,6 ans, donc des gens plutôt jeunes, je dirais. Et la répartition des âges montrait qu'il y avait quand même plus de personnes âgées entre 26 et 35 ans. Donc finalement, c'est l'âge auquel les patients ont recours au centre de référence chez nous, parce que souvent, jusqu'à 20 ans, voire un tout petit peu plus, il y a un suivi chez les enfants. Et après, il y a cette espèce d'errance, en fait, où il n'y a plus personne. Et j'imagine que, comme tout le monde, il y a l'entrée dans la vie active, où on n'a pas le temps forcément de prendre nos rendez-vous. Et finalement, on est rattrapé, je pense, un peu par les symptômes vers ces âges-là. Et c'est à ce moment-là, en fait, finalement, que les patients nous contactent le plus. Vous verrez que finalement, des patients âgés de plus de 55 ans, il n'y en a quasiment pas qui nous contactent. Il n'y en avait que 27, donc sur 347. Donc plus de patients avec des dysgraphismes ouverts, 68,3%, mais tout de même 31,1% avec des dysgraphismes fermés. Je n'ai pas dit que les gens de plus de 55 ans étaient vieux. Hein, non, je n'ai pas dit ça. Hein. Non. J'ai vu que... Finalement, du coup, j'ai étudié un peu différemment. Donc la première plainte, hein, peut-être que je me suis trompée en imaginant que c'était la plainte principale, mais finalement, quand on observait, pour 79 des patients, ce qu'ils souhaitaient, eux, c'était, ce qu'ils reprochaient, c'était l'absence de bilan, l'absence de prise en charge pluridisciplinaire. C'était ce qui ressortait en premier quand on leur demandait pourquoi ils nous contactaient. Juste après venaient du coup les troubles urinaires et les troubles digestifs. Et ça, on n'était pas très surpris. Et juste après encore arrivé donc pour 44 des troubles orthopédiques et pour 39 des douleurs. Tout de même, 22 patients n'avaient aucune plainte. Ils voulaient un bilan, mais ils ne l'exprimaient pas comme ça. Ils n'avaient aucune plainte. Quand on regarde le total des 3 plaintes, c'est exactement la même chose. On avait 143 patients pour lesquels la demande, c'était de venir faire une prise en charge pluridisciplinaire, un bilan organisé, parce qu'ils étaient en errance, sur le plan médical. 136 avaient des problèmes urinaires, 124 des problèmes digestifs. On retrouve évidemment les 22 mêmes sans aucune plainte, et la même répartition donc, pour les troubles neuro-orthopédiques et les douleurs. Finalement, dans mon étude, j'ai retrouvé aucune différence selon l'âge, le type de spina, ouvert ou fermé, ou le niveau moteur. C'était les mêmes demandes. Il n'y avait pas de différence de répartition des plaintes entre ces différents facteurs démographiques. De manière générale, sans que je puisse, moi, l'interpréter, il y avait une différence entre hommes et femmes. Les femmes venaient plus avec des problématiques neuro-orthopédiques et de douleurs, et les hommes plus avec des troubles urinaires.
Je n'ai pas trouvé de différence entre les personnes se déplaçant en fauteuil roulant, les personnes se déplaçant sans aide technique et ceux qui se déplaçaient avec des aides techniques. Il n'y avait pas de différence. Pas de différence selon le mode d'élimination urinaire et pas de différence selon le mode d'élimination fécale. Finalement, ce qui en ressortait, c'est que comme ce qui est décrit dans la littérature, c'était des troubles urinaires et digestifs qui amenaient le plus souvent les patients à venir nous voir. Et c'est concordant avec la littérature médicale qui dit que c'est ce qui impacte a priori le plus la qualité de vie des patients avec un dysgraphisme. Mais nous, ce qui nous a surpris a posteriori, c'est de voir à quel point les gens venaient avec cette demande principale qui était prenez-nous en charge de manière coordonnée. On ne trouve pas de personnes qui connaissent le SPINA chez les adultes. Donc ça nous a confortés dans notre idée qu'il fallait proposer ce bilan, qu'il y avait un intérêt, que c'était quelque chose qui n'était pas a priori possible dans toute la France. Alors moi, je n'ai pas vraiment trouvé de facteurs qui influençaient les plaintes entre les différents patients, mais je pense qu'il y avait un biais de recrutement. Déjà parce que, en fait, quand on va bien, il y a sûrement plein de patients avec des dysgraphismes fermés qui n'ont pas forcément beaucoup de plaintes. Et quand on va bien, on n'appelle pas forcément le centre de référence pour venir faire un bilan. Donc forcément, je n'ai pas ces patients-là. Donc je n'ai pas leur demande, forcément. Donc je pense qu'il y a ce biais de recrutement. Et on a aussi remarqué que finalement, les patients avec un dysgraphisme fermé, en tout cas avant, maintenant j'espère qu'on fait mieux chez les enfants, ils n'avaient pas du tout la même prise en charge coordonnée comme peuvent l'avoir les patients avec un dysgraphisme ouvert. Or, on sait, dans la littérature, c'est décrit que quand on a un dysgraphisme fermé, on a les mêmes problématiques que les patients avec les dysgraphismes ouverts sans hydrocéphalie. C'est à peu près les mêmes choses. Donc ça, c'est un message, je pense, qu'il faudra qu'on fasse passer du coup à toutes les équipes pédiatriques. C'est important d'avoir une prise en charge d'emblée coordonnée. J'ai pas trouvé de différence selon l'âge. Donc moi, je me suis dit que s'il n'y avait pas de différence entre les personnes qui avaient 18 ans et les personnes qui avaient plus de 55 ans, ça veut dire que potentiellement, on n'a jamais pris correctement en charge leur plainte urinaire et leur plainte digestive. Qu'importe le nombre de rendez-vous qu'ils ont eu, il n'y a jamais eu de trucs efficaces finalement. Ça veut dire que même pendant l'âge, à l'âge pédiatrique, on n'a pas pris en compte ça. Pour moi, on ne devrait pas arriver à l'âge adulte avec ces problématiques. Ça devrait être réglé avant finalement. Et je pense que c'est important du coup de le noter. Et je pense aussi qu'il y a plein de gens qui, en tout cas au centre, il y a plein de gens qui arrivaient avec quasiment aucune idée que, par exemple, leur trouble urinaire ou leur trouble digestif était en lien avec leur spina bifida. Ça nous arrive encore maintenant. Alors, comme toute étude, il y avait des biais. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a surtout eu des patients symptomatiques et on n'a pas eu des patients qui ne sont pas en capacité de nous appeler. Donc on a finalement peut-être pas les personnes qui sont le plus mal et pas ceux qui vont très très bien. Donc on a finalement qu'une petite proportion de patients. On n'a pas trouvé de différence entre les personnes qui sont en fauteuil roulant et ceux qui se déplacent sans aide technique, mais je pense que là encore, il y avait un problème d'explication. En fait, il y avait un groupe très hétérogène, c'est-à-dire que les patients qui disaient se déplacer sans aide technique, certains avaient un périmètre de marche illimité et d'autres marchaient quelques mètres. Et donc ils se retrouvaient dans le même groupe et je pense que ça a donné un biais. La question était ouverte et vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que ça a pu perturber les gens. On ne leur dit pas en avance préparer les 3 plaintes qui vous motivent. Donc je pense que c'est tout de même un peu quelque chose qui les prend au dépourvu et c'est possible qu'ils aient été un petit peu gênés avec cette question. Mais quand même, 347 patients adultes, c'est pas négligeable. Je pense qu'on a la plus large cohorte de patients adultes à Rennes et donc c'est pas négligeable. L'entretien téléphonique, il a été fait entre 2010 et 2018, toujours par la même personne. Donc je pense que c'est pareil, c'est quelque chose qui fait que c'était plutôt standardisé.
Et le côté positif pour moi, c'est que la question ouverte, ça a permis aux patients normalement de s'exprimer librement sur ce qu'ils voulaient et pas en étant orientés par ce que le professionnel de santé attend qu'ils lui disent. Parce que nous, forcément, on va aller chercher les troubles urinaires parce qu'on sait que c'est encore la première cause de décès chez les patients adultes avec un dysgraphisme ouvert. Mais du coup, là, c'était les patients eux-mêmes qui disaient ce qui les gênait et c'est pas juste nous qui leur avons induit dites-nous que vous avez des problèmes de pipi, c'était pas ça. Donc moi à l'époque j'en avais conclu que c'était important qu'on propose ce bilan et qu'on continue de le proposer. Oui, dis. Oui, je voudrais juste faire une remarque Ouais. par rapport aux différentes plaintes. Oui. En y réfléchissant un peu, il y a une chose qui m'étonne, c'est qu'on parle beaucoup justement des troubles urinaires, des troubles fécaux. Mm. Mais en fait, tout ça, ça engendre, je pense que à peu près tout le monde sera d'accord avec ça, de la fatigue. Mm. Et en fait, la réflexion que je me suis faite là, par rapport à ça, c'est que cette fatigue, quelque part, ça montre l'absence du fait qu'on en parle, montre quelque part qu'on l'a tous intériorisé et quelque part. Vous êtes habitué, ouais. Et François disait hier qu'il y avait des choses qui allaient un petit peu bouger là-dessus, qu'on allait travailler dessus pour prouver qu'effectivement cette fatigue était liée au spinal, mais c'est vrai que nous-mêmes, des fois, on a du mal À reconnaître, ouais. et à chercher des solutions aussi par rapport à ça. C'est vrai que moi je me souviens que je l'ai vue cette plainte dans les dossiers, mais elle n'était pas prépondérante. Mais je pense qu'il y a potentiellement aussi le fait que vous vous habituez entre guillemets à cette fatigue parce que elle vous accompagne depuis longtemps et que finalement peut-être que vous intériorisez ce symptôme au point de même pas vous rappeler finalement quand on vous demande ce qui vous gêne le plus que c'est ça qui vous embête quoi. Yeah. Que vous intériorisez ça. Mais c'est sûr qu'il y aurait un travail à faire parce que je pense qu'on ne se rend pas compte de la charge, les soins, les rendez-vous, tout ce qu'il y a à penser. Je pense que ça, en termes de charge mentale, c'est épuisant, en fait, sur une journée. Et je pense qu'il faudrait qu'on pense à des outils aussi pour essayer de soulager toute cette charge mentale, en fait. Oui, c'est ça. C'est un bon axe de travail. Merci. Et donc, oui, on n'était pas du tout étonnés qu'il y ait des problèmes urinaires. C'était en accord donc, avec la littérature médicale. Et on notait quand même que la période de transition enfant-adulte était compliquée et que c'était toujours un axe sur lequel il fallait qu'on travaille. Comme on a vu qu'il y avait ces questions de troubles urinaires et digestifs qui revenaient souvent, pour nous, ça a été c'est toujours un moteur dans la recherche. Et donc, je vous ai mis ici quelques exemples d'articles qui sont sortis, faits par l'équipe du centre de référence. Je n'ai pas tout mis parce qu'ils sont très actifs là-dessus. Et vous verrez que finalement, quasiment tous les articles qui sortent, le docteur Perronnet, le docteur Brochard, c'est sur l'étude des dysfonctions urinaires et digestives. Et je rebondis parce que ce matin, vous parliez de microbiote et il y a une étude actuellement qui commence à Rennes sur le microbiote digestif chez les patients atteints de dysgraphisme. Donc à voir par la suite, mais je pense que ça sera intéressant. Ce serait intéressant que nous on ait les résultats de vos publications. Ah bah oui. On ait un double. Ah bah avec plaisir. Parce qu'on l'évoquerait dans le challenge du SPINA et ça serait une diffusion beaucoup plus large. Ah bah aucun problème pour tout vous envoyer. Il y a une deuxième question que je voulais poser. On a discuté avec Mme Haddad hier de l'évaluation de la force musculaire en fonction du temps des patients. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur le plan MPR sur le plan de voir éventuellement les patients si l'évolution de leur force musculaire reste stable ou se décroît. Alors, parce que c'est lié après, par exemple, aux gens qui travaillent,
à partir d'un certain âge, on sait que vers 40-45 ans, il y a des problèmes qui commencent à apparaître assez forts. Moi, j'ai l'impression qu'il y a c'est pas l'impression, il y a un vieillissement neurologique qui est présent. On sait très bien que je pense que la perte de force musculaire se décale dans le temps par rapport à une personne sans problème médulaire. Donc, je pense qu'elle survient bien plus tôt. Je pense qu'elle... Ce serait peut-être utile chez les spinats de pouvoir surveiller ça, parce qu'on aurait une indication sur le vieillissement. Sur le vieillissement précoce. Dans ces cas-là, et c'est vrai que l'analyse par un médecin MPR tous les ans, c'est nécessaire. Après, il y a aussi le fait que chez les enfants, moi je vois la différence avec son kiné par exemple. Il peut y avoir des progressions du mieux, en fait, selon s'il y a une prise en charge rééducative assez intensive. Chez l'enfant, c'est variable. Ça peut croître, c'est voilà, c'est ça. Lié, hein. C'est différent. Je voulais vous parler non pas pour nous jeter des fleurs, mais c'est la partie sympathique. Ça. Faites-le, sinon les autres on fait un questionnaire. On le fait finalement. Oui, c'est ça. On fait remplir un questionnaire de satisfaction aux patients à la fin du bilan. Vous verrez qu'on a des plutôt bonnes notes par intervenant. Donc je pense que les patients sont plutôt contents de leur bilan au centre de référence, mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est de savoir finalement ce qui ne va toujours pas. Donc, généralement, à la fin du bilan, les patients disent, donc tous, en tout cas en 2021, tous, disaient qu'ils étaient mieux informés, mieux pris en charge et plus confiants sur leur état de santé. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Mais on avait toujours des résultats qui n'étaient pas bons. C'est-à-dire que pour quasiment la moitié d'entre eux, il y a toujours ce problème de manque de relais auprès d'autres médecins et d'équipes de proximité. Ça, c'est un problème qu'on ne peut pas régler tout seul, mais qu'il va falloir qu'on règle à un moment, ça c'est sûr. Et finalement, il y avait cette idée que l'information était toujours insuffisante sur l'origine et les causes de leur maladie. Ça, moi, ça me perturbe quand même après 5 jours de bilan qu'on n'ait pas réussi à faire passer les bons messages. Donc c'est quelque chose sur lequel on a envie de travailler. Et l'information insuffisante sur l'évolution possible de la maladie pour quasiment encore la moitié des patients qui viennent nous voir. Bon. Et aussi des difficultés pour trouver la MPR, c'est vraiment un labyrinthe, notre hôpital, et trouver une place de parking. Mais avec l'hôpital, avec l'hôtel hospitalier, c'est mieux. Avec le drame, MPR, kiné. Ah oui. Kiné, c'est pareil. C'est ça, c'est vraiment compliqué. À domicile. Ou alors, il se déplace pour 10 minutes. Voilà. Donc, c'est inefficace. C'est ça. On est bien d'accord. Et donc, dans cette idée-là, alors il n'y a pas que ça, mais on a déposé un programme de TP en fin d'année dernière qu'on espère réussir à mettre en place, mais j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est un petit peu compliqué à mettre en place. ETP, éducation thérapeutique du patient. Donc, l'idée, c'est de encore plus vous mettre acteur du coup de votre prise en charge au moyen d'ateliers spécifiques sur différentes idées. Nous, on a créé un programme trop ambitieux avec 5 modules, dont la phase socle. Donc ça, c'est la plaquette du coup du programme qu'on espère mettre en place. Et donc dans le module socle, pour rebondir sur les questions qui sont posées à la fin de notre questionnaire de satisfaction, on va proposer 3 ateliers différents qui auront pour but donc de mieux connaître votre pathologie. Qu'est-ce que le spina bifida ? Il y a une malformation certes, mais il y a plusieurs symptômes qui en découlent. Quels sont les enjeux d'un suivi médical régulier ? Parce que c'est bien joli de vous dire qu'il faut voir le médecin MPR tous les ans, mais pourquoi ? On n'est plus à l'ère où on dit aux patients de faire quelque chose sans qu'ils posent des questions. Il faut pouvoir comprendre pourquoi on fait les choses, sinon on n'adhère pas. Moi, j'adhérerais pas non plus. Donc, pourquoi un suivi spécialisé régulier à l'âge adulte, et une petite partie aussi sur comment faire valoir... il y a une petite coquille. Comment faire valoir ses droits, quels sont les organismes qu'il faut solliciter quand on est adulte et qu'on est en situation de handicap. Et je vous remercie pour votre attention, et je vous laisse la parole du coup. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, il y en aura. Des remarques, des suggestions pour qu'on s'améliore. Qu'est-ce qui commence ? On peut passer. Ah, je ne sais pas si on peut. Oui. Ah oui, mais c'est pas facile. On a passé dans la... Non, celui-là, je pense. C'est le soir. On va le passer, ouais, on va le passer.
celle-ci. Non. Oui, celle-ci. Ouais. Oui, c'était pour bien avoir les coordonnées par mail et par téléphone. Ah, on a le téléphone. Oui, il y a l'accueil téléphonique, je le vois, mais il n'est pas marqué. Oui, sinon je peux vous le donner. Je peux vous le donner si vous voulez écrire. Oui, je vous le donne. Donc c'est le 02 99. Ah. Allez-y, monsieur Le Sauce. 02 99 28 97 63. 63, oui. Non. Sur le centre de Vous tombez directement sur le centre de référence. Et donc aux horaires qui sont mentionnés dessus, autrement vous tombez sur un répondeur, vous pouvez laisser un message et on vous rappelle voilà, le lendemain, le plus souvent. Merci. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, bonjour. Yannick, toujours de Bordeaux. Donc je ne suis pas encore suivi à Rennes pour le moment. Je découvre aujourd'hui vraiment votre centre. Et parmi tous les spécialistes que vous avez évoqués, il y en a un que je n'ai pas vu. C'est la cardiologie. Je reviens dessus, mais effectivement, est-ce que les patients que vous voyez ont des problèmes cardio ou est-ce que vous laissez cette spécialité aux cardio de ville Alors, ceux qui ont des problèmes cardio dépistés, généralement, effectivement, ils ont un suivi en ville. Ou ils essayent d'avoir un suivi en ville. En tout cas, je ne suis pas sûre que les problèmes cardiovasculaires soient particuliers. Je veux dire, ils ne vont pas forcément rentrer dans... ils vont pas avoir un impact sur le reste des symptômes nécessairement. C'est pour ça que nous, on n'a pas encore inclus cette spécialité dans notre bilan. Mais c'est vrai qu'à posteriori, ça vaudrait peut-être le coup qu'on aille regarder dans chaque dossier, voir si effectivement, ça ne serait pas nécessaire de les inclure dedans. Même en cas d'insuffisance rénale. Alors, en cas d'insuffisance rénale, normalement, ils ont déjà un suivi néphro, mais... Parce que justement, ce qui dit spina bifida dit souvent risque cardiovasculaire. Oui, on est bien d'accord. Donc cardio. Oui, bien sûr. Mais ce que je voulais dire, c'était que autant si on règle un problème digestif en prenant pas en compte, par exemple, la problématique urinaire, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et du coup, il y a besoin de cette équipe avec cette hyper spécialisation. En revanche, je ne suis pas sûre, mais je me trompe peut-être, que je ne suis pas sûre que le cardiologue, sans son hyper spécialisation, ne vous prenne pas correctement en charge. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Mais je pense que ça vaut le coup d'aller les fouiller maintenant dans les dossiers, voir si du coup on ne pourrait pas faire mieux et ajouter quelque chose du coup à notre semaine de bilan. Alors, pourquoi je posais cette question, c'est tout simplement parce que justement, étant centre de référence, ça nous permettrait, nous patients, d'avoir un appui et éventuellement, si vous connaissez un professeur cardio ou en tout cas un centre où on puisse aller sur place, avoir une porte qui puisse s'ouvrir et ne pas rester pendant des semaines et des semaines et des semaines avec des services de cardio qui se renvoient la balle parce que c'est pas moi, c'est l'autre, et puis l'autre, non, c'est pas ma spécialité, donc je vous donne pas de rendez-vous, et puis que le chat se mord de la queue et qu'au final on reste avec un bilan cardio qui est pas complet, ou avec des questions auxquelles on n'a pas de réponse, ou un avis tout simple, un avis médical qu'on attend, que le médecin traitant demande et qu'on n'arrive absolument pas à avoir, puisque les médecins et les secrétaires des médecins se font barrage et bloquent complètement, ils se renvoient la balle, et au final, c'est le coup d'épée dans l'eau, et nous patients,
avec le spina, on a déjà pas mal d'énergie perdue et on y met pas mal d'énergie. Alors si en plus de ça, on doit se battre contre du vent, à un moment donné, on finit par faire ce qu'il ne faut pas faire, se dire stop, on arrête là et puis on laisse tomber. Puis le jour où il y a un accident cardiaque, c'est là qu'on découvre le poteau rose et c'est là qu'on est pris en charge, mais parfois peut-être trop tard. Donc je me dis que cette partie-là doit être aussi importante, puisque avec une pathologie, avec un spina, de toute façon, les problèmes cardiaques finissent par arriver. Soit dû à la pathologie, soit hors pathologie. Je vous entendais parler de pneumo. Quelqu'un a dit pneumo. Alors, je pense qu'il y a un biais. La question était par rapport au pneumo sur le syndrome d'apnée du sommeil. Je pense qu'on a un petit biais dans notre équipe, c'est que aussi bien les MPR que les urologues, on est très sensibles du coup à cette histoire d'apnée du sommeil. Et en fait, on va très vite à l'oxymétrie ou la capno à la maison, en fait. Mais je pense que c'est effectivement un biais de notre service. Et par exemple, en fait, les ventilations sont mises en place en MPR. Et donc, on n'a pas forcément besoin du pneumologue parce que du coup, on a des MPR formés à la ventilation. Et c'est vrai que beaucoup de nos patients sont ventilés et que finalement, on le découvre très vite. Enfin, c'est l'urologue qui souvent soulève ce lièvre. Et vous pouvez m'appeler parce que vous les hospitalisez, en effet. Alors, les patients pour les bilans, vous voulez dire oui. Non, ils sont pas hospitalisés. Ouais, mais c'est souvent un souhait, du coup. Oui. On n'avait pas l'accès à l'hôtel hospitalier et donc ils étaient hospitalisés en MPR. Là, vous pouvez vous en apercevoir plus facilement. Exactement. Mais c'est un souhait de nos patients de ne plus être hospitalisés. Moi aussi. Parce que bon. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Vous conseillez de faire ce bilan régulièrement ou c'est quelque chose qu'on fait une fois dans sa vie Alors, si vous n'avez pas la possibilité de le faire proche de chez vous, nous, on pense que quand même tous les 2-3 ans, c'est bien de refaire ce bilan. Nous, c'est finalement cette prise en charge complète, c'est finalement ce qu'on propose à nos patients qui sont suivis à Rennes tout le temps, en fait. Simplement, ils ne l'ont pas forcément sur la même semaine. Mais ils voient le médecin MPR adulte tous les ans, l'urologue adulte tous les ans, le BUD. Même si on est déjà suivi en MPR, par exemple. Même si vous êtes déjà suivi en MPR, parce que c'est important que tout le monde ait le même regard. Et aussi... En plus, je pense qu'ils n'ont pas toujours... Enfin, je sais que là où je vais à Meaux, moi, ils n'ont pas la connaissance du spina, vraiment, je trouve. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a envie de venir dans un centre de référence. Et je pense aussi que c'est toujours bien d'avoir un œil nouveau. Parce que finalement, peut-être que à force de voir les gens, on n'arrive plus peut-être à trouver d'autres idées, ou d'autres. Et je pense que c'est bien d'avoir toujours un regard neuf. Et c'est surtout le regard de tout le monde. C'est pas juste le médecin MPR, mais je pense que c'est une bonne chose ce bilan. Après, je prêche pour ma paroisse. Je suis venue, mais je ne sais plus quand. Je dois reconnaître. Je suis venue une fois à Rennes. Je ne me souviens plus quand est-ce que c'était. Donc ça doit faire déjà pas mal d'années. C'est vraiment un regard d'équipe. Voilà, c'est vraiment un regard d'équipe. Et voilà. Vous inquiétez pas, on ne va pas mettre le répondeur. C'est 2 à 3 mois d'attente pour... Je pense qu'il faut pas. Je pense que les patients sont peut-être trop altruistes et pensent toujours qu'il faut qu'ils laissent la place aux autres. Mais moi, je me dis que quand on crée la demande, derrière, on va nous ouvrir d'autres places. Plus on aura de patients, plus il faudra de toute façon qu'on trouve d'autres choses. Et voilà, on est déjà assez occupés, c'est pas le problème. Mais je pense que s'il y a besoin, si vous en ressentez le besoin. Faut venir. Je pense qu'on a été beaucoup plus court que prévu. Moi, ce qui me préoccupe,
Bon, votre centre, il est le seul en France, donc vous n'avez pas de concurrent, c'est un problème bien simple. Le problème qui me préoccupe, c'est une fois que le patient il est passé 4-5 jours chez vous, il retourne chez lui. Et là, c'est le problème de la liaison qui reste entre le centre et vous. Est-ce que vous prévoyez la téléconférence ou des moyens qu'un patient à distance puisse vous consulter ou autre? Parce que quand il se retrouve tout seul et qu'il n'y a pas une équipe suffisamment valable, il faut y les joie. Il fait quoi? C'est compliqué la téléconsultation. Je sais que comprends. je sais que c'est ce que tout le monde voudrait. Parce que vous avez le dossier, à la différence d'un médecin oui. Vous avez un dossier complet. Mais un patient, c'est pas un dossier, quoi. Ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, en tant qu'MPR, moi, j'ai besoin de toucher les gens, j'ai besoin de les examiner, et ça, je peux vraiment pas le faire à distance. Vraiment pas. Alors après, peut-être que je suis de la vieille école, hein, mais. Mais je parle d'un patient que vous avez vu, que vous connaissez bien, bien sûr. Pas quelqu'un qui vient comme ça, descendant du ciel. Hein. Je trouve... On répond assez facilement du coup aux questions plutôt uro en cas d'urgence pour réorienter, neurochir, toutes ces questions-là. On ne va pas demander aux patients de faire à 300, 500, 600 km pour revenir nous les poser. Ça, on oriente assez facilement à distance et par téléphone sur des symptômes, des céphalées chez quelqu'un qui a une dérivation. Voilà, ça, on arrive à le faire à distance. Tu me corriges si je me trompe parce que. Mais c'est vrai. Tout à fait ça. Hein, on arrive à. Alors après, c'est dommage. Mais effectivement, mais c'est ça en fait. Et puis la téléconsultation, pour la fibroscopie, pour le bilan aérodynamique, tout ça, c'est pas possible, quoi. Tout ça, c'est pas possible. Et en même temps, moi, j'interprète pas un bilan aérodynamique auquel j'ai pas assisté. Parce que, en fait, des courbes, ça veut rien dire. Il faut être là, il faut voir si à ce moment-là, le patient, il a parlé, il a toussé, oui. C'est normal, c'est dynamique. Ah oui. Non. Ah, moi, je comprends rien. Après, je suis peut-être... Il faut vraiment être là et examiner le patient. Et je sais que c'est compliqué parce que du coup, il n'y a pas d'équipe à proximité et que, en fait, encore plus que les autres personnes, vous vous retrouvez face à cette problématique de désert médical. Mais je me dis que potentiellement, on peut nous réussir. C'est aussi le travail, donc on n'est pas coordonnateur national, hein, mais c'est un peu le travail finalement du coordonnateur national d'essayer de faire un maillage territorial correct. Alors si eux ils le font pas. Enfin, on constate au bout de 5 ans du 3e plan maladie rare que ce maillage il ne fonctionne pas et que ça ne marche pas bien. C'est ça. Moi il y a 5 ans, c'était pour qu'il y ait justement des centres un peu partout qui me mettaient la proximité. Et puis à l'usage, je m'aperçois que ça ne marche pas. Il va falloir trouver une autre organisation. Hein. Mais je pense que c'est pas pérenne d'être tout seul. Il faut absolument qu'on réussisse à transmettre ailleurs. Absolument. Quoi. Et mais ça ne va pas être facile à créer. Non, mais j'ai bon espoir. Il faut se battre. Oui. Voilà, qu'avec vous. J'en suis, mais je me rends compte que la tâche va être elle va être ardue. Il va falloir former les gens. Et plus on va former les gens, en fait, je pense que mes confrères peuvent être un peu inquiets finalement de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et en les formant de plus en plus, moi je suis sûre qu'il y a un moment... Pardon ? Je suis sûre qu'il y a un moment on va réussir à transmettre. Ce qu'il faut éviter, c'est à tel endroit, il y a monsieur Attal qui est spécialiste de neurourologie, à tel autre endroit, cardio si vous voulez, au tel endroit là. Ça ne peut plus marcher comme ça. Ben non. Vous êtes la démonstration que ce n'est pas possible. Et que votre solution, c'est la seule viable. C'est la seule viable, je suis désolé. Et c'est vous qui pouvez vous inspirer d'essayer tel type de problème que lui-même n'en a pas conscience et qui va devenir dans l'avenir important. Déjà en prévention. Je suis bien d'accord, mais... Ce qu'un spécialiste en tuyau de poil, il ne pourra pas faire. C'est pour ça que je pense qu'il faut continuer à former, à transmettre, à informer les gens et peut-être même aller en dehors de nos congrès finalement où on parle entre spécialistes de quelque chose que tout le monde connaît. On a parlé hier des congrès, c'est bien, vous voyez, etc. Mais il manque un interlocuteur, c'est le patient, qui lui aussi par retour peut vous dire des choses.
c'est vrai. Et, à la CIFUD, il y a quelques patients de temps en temps. Suivant longtemps, longtemps, en ce moment, je suis un petit peu éloigné. Et le SOFMER aussi. Qui a lieu bientôt à Rennes, effectivement. Ah bon, qui a lieu bientôt à Rennes. Avec plaisir. Mais les enfants ne sont pas trop invités. À condition que ce soit dans notre domaine, parce que des fois, c'est des domaines qui ne nous concernent pas du tout. Si, il y a toute une session, du coup, sur le dysgraphisme à la SOFMER à Rennes. Si. Voilà, il y aura forcément quelque chose. Nous, je pense que un des prochains axes de travail, ça va être de former les médecins traitants. De former les médecins traitants autour de chez nous. Parce qu'il y a des choses qu'ils peuvent régler. C'est plus simple. Enfin, les infections urinaires, savoir alerter quand il y a un dysfonctionnement de valve, toutes ces choses-là, je pense que c'est des choses simples qui peuvent être réglées en médecine générale et qu'on peut, nous, du coup, transmettre et les aider à régler plutôt que de vous faire venir à l'hôpital tout le temps, quoi. Parce que bon, l'hôpital, je pense que c'est pas très... Enfin, moi, j'aime bien, mais... Mais le comportement disciplinaire à l'hôpital, dans la vie de tous les jours, c'est pas le même. Bah oui. D'autres questions? Bon, profitez-en, hein, c'est le moment. Oui. C'est gratuit et c'est immédiat. Hein. Et puis notre train est à 19h. Donc allez-y. Votre train est à 19h, alors vous vous rendez compte? On peut y aller. Je sais pas si vous avez des... Je sais pas si vous avez des idées de choses qui vous manquent en dehors de médecins juste à côté de chez vous, mais des pistes finalement sur les recherches qu'on pourrait entreprendre. Donc j'ai retenu du coup la fatigue, voir s'il y a un lien et comment on peut l'améliorer aussi finalement, parce que ça pourrait être bien de la faire diminuer. Peut-être voir aussi effectivement l'évolution dans le temps de la force musculaire. Nous, on avait envie aussi de mettre en place peut-être un accompagnement plus précis à la parentalité, en fait, avec un ergothérapeute du coup dédié. Je sais pas si sur la parentalité. Mm. Je commence à travailler, moi, avec notre neuropsychologue, mais effectivement chez les enfants. Du coup, voilà. Parce qu'on sait effectivement qu'il y a des troubles cognitifs, mais la grande question, c'est comment on les rééduque et est-ce que ça fonctionne Mais est-ce que ça se maintient dans le temps? Combien de temps il faut de rééducation? Est-ce que c'est plutôt des stages intensifs ou est-ce que c'est quelque chose sur le long cours? Je pense qu'il y a tout ça à travailler et surtout, la question va se poser avec le ditropan qui est du coup aussi l'oxybutynin. Dans les études, on commence à montrer que ça a un impact sur les troubles cognitifs et c'est des traitements qu'on donne tout petit. Je pense que vous en avez tous pris ici. Donc je pense qu'il va falloir aller fouiller là-dessus l'impact du ditropan. Et c'est le seul qui a la MM chez l'enfant. Alors, nous qui sommes en Gironde, on n'est pas directement concernés par la parentalité, mais si il y a besoin, on a nous en Gironde, on a la présidente de l'association Handiparentalité et qui a des contacts dans toute la France, qui a des mamans relais, dans toute la France. Voilà. Handiparentalité, c'est Florence Mejecaz Neckbauer. Super, voilà. Dans toute la France, elle a des familles, voilà. Et donc, ils peuvent prêter tout ce qui est matériel de portage, tout ce qui est baignoire équipé pour papa et maman en fauteuil, voilà. C'est l'idée du moment. De toute façon, tu sais que dans le cas du CNCPH, il y a eu des décrets qui sont passés sur la parentalité, qu'elle est en partie un petit peu financée. Oui, la PCH. Il y a une PCH parentalité qui vient d'être mise en place. Oui, mais je l'ai pas là, mais voilà. Il y a à la fois un financement peut-être technique et à la fois pour les aides humaines, voilà.
Et toujours en Gironde, une autre casquette que j'ai, je suis également entraîneur fédéral dans le milieu du sport. Sport valide et handi, parce que j'ai les deux. Quelle place vous apportez au niveau du sport chez les personnes ayant un SPINA? Est-ce qui peuvent éventuellement avoir laissé tomber le sport pour différentes raisons? Est-ce que vous les incitez un petit peu à remettre la roue à l'étrier pour justement un petit peu sortir du milieu médical? Parce qu'on parle du milieu médical, certes c'est bien de se soigner, mais et là vous n'allez pas prêcher autre chose. Je suis convaincu que le sport peut être un médicament. Alors, il va pas soigner le dysgraphisme, on est bien d'accord. Mais par contre, au niveau intellectuel, au niveau sortie, au niveau social, le sport est quelque chose qui est, pour moi, ultra puissant. Donc je pense que là aussi, il y a peut-être des pistes qui peuvent aider et qui peuvent parfois soulager des douleurs, ou en tout cas oublier la douleur pendant quelques heures. Je suis bien placé pour le savoir en ce moment. Dès que je sors de la maison, les douleurs, j'en ai plus. Je rentre à la maison, j'ai mal. Donc effectivement, le sport, je pense, est quelque chose qui peut aider à aussi avoir une vie sociale importante. Je sais pas si on voit ça chez les adultes. Alors, chez les adultes, je ne sais pas ce qui est proposé par ma collègue, j'avoue, sur ce plan-là. Chez les enfants, je mets très facilement en relation avec notre APA, du coup, pour essayer d'orienter vers les assos handisport. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour les parents, parce que souvent, c'est très très loin. Voilà, c'est à Perpète-les-Oies par rapport à leur domicile. Mais on encourage. Moi, je suis certaine que c'est mieux que 35 minutes de kiné. Voilà. Alors, voilà. C'est ça. Pour votre information et pour les parents, les familles qui auraient besoin, vous avez les comités départementaux et les comités régionaux qui sont là pour justement aider les familles à trouver le sport qui pourrait convenir le mieux à l'enfant ou à l'adulte. Ça dépendra de la personne que vous aurez. Comités régionaux handisport, CRH et CDH, qui sont là pour justement mettre en lien la personne avec un club valide ou handisport, parce que les deux sont référencés, de plus en plus en tout cas, voire labellisés. Et donc à partir de là, ça aide aussi à résoudre des fois des petits soucis de la vie de tous les jours en faisant du sport, tout simplement. Alors, pour aborder dans ton sens, je me permets de rappeler qu'on a 3 champions olympiques SPINA, un champion de tir en para-tir, qui est depuis des années d'ailleurs, qui ne fait que ça, et un garçon et une fille, qui sont champions du monde de la Géorgie en haltérophilie. 87 kilos, je ne sais plus combien. Vous voyez, vous avez les photos là-bas. C'est de la semaine dernière. C'est paradoxal, vous voyez, mais ils sont capables de faire des choses pas croyables. Je trouve pas que ça soit paradoxal. Je trouve que, en fait, chacun, quand on a envie de faire quelque chose, du coup, quand on se donne les moyens, oui, c'est vrai. Il faut pouvoir aussi, c'est vrai, parce que quand j'habitais en Charente, c'était pas possible là où on était. Et j'ai mon fils qui fait du tennis de table depuis qu'il est à Lyon. Moi, c'est ce que je fais. Je fais du tennis de table depuis 25 ans. Oui. J'en ai fait en handisport. Mon club a fermé il y a quelques années. Ah oui. Maintenant, je joue avec des valides. Je suis en fauteuil, je suis le seul de l'équipe à jouer. Je fais de la compétition avec eux. Oui. Mais je joue tous les vendredis soirs. Et Voilà. à côté de ça, je travaille. Et tu travailles. Et je travaille. Donc, je vais aux entraînements pendant 2-3 heures le mercredi soir après le travail. Mais ça m'empêche pas de me défouler. Quoi. Et je suis sûre que vous les battez sans problème. Oui, ça arrive. Vendredi dernier, on a fait carton plein sur le Bourget. Et on s'en est bien sorti.
C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut encourager dès l'enfance. Dès l'enfance. Moi, j'essaye de leur dire qu'il faut qu'ils essayent ce qui leur fait envie. Mais, Ils ont besoin d'activités, soit physiques, soit intellectuelles, soit les deux. Moi, je ne vois pas que des enfants avec un dysgraphisme. Tous les enfants avec un handicap moteur se disent... Pardon. Je vois aussi des enfants qui ont d'autres soucis et tous ils partent du principe qu'ils ne peuvent pas, que c'est pas pour eux. Chez les enfants spinal, vous détectez le neurodéveloppement et tout ça, les 10. On fait dès qu'on a un doute, moi je fais des bilans neuropsy en fait. Des bilans neuropsy. Ouais, dans le service. En fait, j'essaye que ce soit tout le temps la même personne parce que. C'est important. Et parce les que. adultes, c'est trop tard, mais chez les enfants. Et parce que je pense qu'on peut mettre en place des aides pour que du coup la scolarité soit la plus normale possible. Exactement. Et parce que moi je suis persuadée qu'on s'en fiche d'écrire. Enfin, personne n'écrit maintenant. Il y a plein d'enfants qui ont des troubles, des dysgraphismes. Enfin, plus personne n'écrit quasiment. Tant pis, le PC, ça devrait être quasiment la norme pour tout le monde et ça va plus vite, c'est moins compliqué. Le geste graphique, c'est le geste le plus compliqué qu'on ait à faire dans notre vie quotidienne. Donc vous encouragez de passer au clavier. Oui. Là, je suis pas de la vieille école. Et dans le côté bilan, est-ce que vous faites ce que j'appellerais un bilan social-administratif de l'enfant et de son entourage, en fait, les dents, le dossier MDPH, orienter les familles pour faire valoir leurs droits, un gros taux de non-recours aux droits, et justement dans ce que vous venez d'évoquer sur les bilans neurodéveloppementaux, la mise en place des PPS pour les scolarités, les GEVASCO, etc. Avec les enfants, vous voulez dire ? Oui. Dans le service, on a une assistante sociale et dès que... moi, je le propose à chaque parent. Je leur dis, si vous avez besoin d'aide pour le dossier MDPH, même si c'est juste une fois, vous pouvez rencontrer notre assistante sociale, elle vous accompagnera. Moi, je trouve, je le répète, mais je trouve que c'est important. Je trouve que c'est insupportable. Vous avez beaucoup plus de poids qu'un médecin généraliste, après il faut y les autres. Et la plupart... Vous centralisez toutes les informations. Parce que l'éternel problème de ce fameux certificat médical MDPH, c'est que si on s'en tenait à beaucoup de rigueur, on devrait faire remplir une portion par 10 médecins, en fait. Ce qui est complètement impossible et illégal. On ne va pas en faire 10 non plus. Et c'est souvent effectivement le médecin généraliste qui est le coordinateur de tout ça, donc qui reprend des bribes de compte rendu, etc. Mais c'est après, pas dans simple. le passage en CDAPH, ça peut être un peu tendu, un peu compliqué. Il va manquer la petite info que le médecin va avoir zappé, parce que pour lui, ça peut être anodin. Qui diminue tout le temps le PC. Et qui va avoir un impact assez redoutable sur l'ouverture des droits des familles. Oui. Je pense notamment aussi à l'accompagnement des aidants, parce que conciliation vie familiale, vie professionnelle, etc. Donc ça, c'est un surhandicap pour les familles. Moi, je considère que, pour le coup, c'est le médecin MPR qui est le mieux placé, je trouve, pour remplir ce dossier MDPH, au moins pendant l'enfance. Après, l'âge adulte, je pense que ça se discute, mais vraiment, c'est moi qui le fais pour tous les enfants que je suis. Ils sont accompagnés par l'assistante sociale s'ils ont besoin. Et surtout, je trouve que je me jette des fleurs, mais dans le service, on fait souvent des bilans ergo. En fait, les enfants ont tous les ans une journée entière, kiné, ergo, psychomote, infirmière et moi. Et en fait, sur cette journée, on dépiste du coup tout ce qui ne va pas à l'école. Enfin, on ne parle pas juste du matériel, on parle de l'attention, de la concentration, du graphisme, voilà. Et on propose Voilà, c'est ça. Surtout si vous avez une ergo, parce que c'est toujours on a cette chance. C'est une denrée rare à trouver, justement pour monter un dossier MDPH. Mais on en a une aussi chez les adultes. Et c'est obligatoire du coup dans le bilan. Enfin, ça fait sanction un peu de dire ça, c'est obligatoire, mais c'est ultra important. Elles font le lien, on ne l'a pas forcément dit tout à l'heure, mais elles font le lien avec les ergos que vous pouvez avoir en libéral. Si vous en avez, ou avec le kiné en libéral. Du coup, Vous avez une liste des ergos disponibles en libéral, on est première. À Rennes, oui. Non, un peu plus large. D'accord, il faudrait qu'on fasse un annuaire des ergos, pourquoi pas finalement. C'est toujours pas remboursé. Non, c'est pas remboursé. C'est pas remboursé. On peut faire un dossier sur un aménagement. Mais oui, et sur le fauteuil, et ouais. C'est ça. C'est un obstacle majeur, parce qu'il y a statistiquement une ergo dans toutes les MDPH. Mais alors, là,
si on l'appelle aujourd'hui, elle sera là en 2042, parce qu'elle a un agenda. Non, c'est avant. Et c'est vrai que souvent, en bilan, on voit des patients arriver avec des fauteuils qui, par exemple, ne sont pas du tout adaptés et ils n'ont jamais eu un avis par du coup une ergo. Et on essaye de rattraper un peu. Ou de MPR, oui, c'est vrai. Et avec des conséquences derrière, risque d'escar, etc. C'est ça, et puis on est coincé pendant au moins 5 ans avec, et puis ça a un coût quand même. Donc non, nous on essaye de rattraper autant que faire se peut. L'idéal, je pense que ça peut être un motif en fait de bilan. Ça. Ah oui, c'est important. Parce qu'un mauvais fauteuil, on a une mauvaise vie. Ah bah je suis bien d'accord. Sur le coup, vous avez un concurrent, il y a Garche. Mais c'est tant mieux, c'est bien s'il y a des gens qui font. Non, mais Garche, oui, mais combien prend de gens par mois, par an? Je voulais juste rajouter, on aide à l'écriture du dossier MDPH, de par en fait la rencontre avec l'assistante sociale, et notre médecin MPR fait le certificat médical. Parce qu'on se rend compte qu'en fait il y a certains patients qui viennent en bilan et qui n'ont pas du tout de dossier monté, donc on aide dans l'élaboration de ce dossier. Que ce soit un médecin qui fasse ça. Alors qu'est-ce que ça vous prend comme temps? Mais c'est indispensable. C'est ça. Mais j'en parlais tout à l'heure. C'est vrai que ça prend du temps. Après, moi, je trouve dommage que les droits soient pas pour plus longtemps. Alors, pour les adultes, ça a évolué. Mais chez l'enfant, c'est Pour les enfants, court. ça semble toujours très rapproché en fait, de faire des dossiers, mais l'évolution de l'enfant fait que l'enfant change en permanence. Ce qui aujourd'hui ne constitue pas un handicap parce qu'il est dans une certaine tranche d'âge, va l'être dans 2 ans parce qu'en adéquation avec un enfant du même âge. Donc la réévaluation des enfants est importante. Dans ce sens-là, mais pour moi, ça va pas. Enfin, je veux dire, si à 3 ans, généralement, son autonomie n'est pas celle d'un enfant de son âge, on peut s'attendre qu'à 5-6 ans, ça soit. De toute façon, l'écart se creuse. Et donc, je trouve ça un peu dommage. Si on a besoin d'une AESH à 6 ans parce que on a des troubles cognitifs, ça va pas changer à 15 ans. Enfin. Là, les pratiques s'améliorent quand même. En général, tout ce qui concerne la scolarité, c'est des validités par cycle. On n'est plus à refaire un dossier tous les ans, tous les 2 ans, etc. Donc, parce que comme il faut déjà 8 mois pour le non, mais bon, on a tout le cycle du primaire, le collège, ensuite le lycée. Et là, on travaille aussi, notamment au niveau du CNCPH, sur la même chose, sur les études supérieures. Parce qu'il n'y a plus rien. On a combien 400 000 enfants. 400 000 en milieu et 40 000 en milieu. Passer le bac, il n'en reste plus que 40 000 dans le supérieur. 360 000. Bien sûr, tout le monde ne va pas dans le supérieur. Mais le delta par rapport au monde valide, la différence est exponentielle. C'est un travail qui est prévu. Donc, il y a des travaux qui sont en cours sur le sujet. Et puis, après, quand les enfants grandissent, ils ne veulent pas non plus faire valoir le handicap. Donc, ils demandent de moins en moins d'aide. Donc, on s'est fait vraiment par cycle. C'est plutôt pas mal. Mais, le système est complexe. Mais c'est vrai que refaire pour les enfants, parce que l'évaluation MDPH, CDAPH, on sait que l'état de l'enfant ne va pas évoluer favorablement. Mais les besoins, eux, vont évoluer. Ils vont augmenter. Ouais. Et donc c'est ça qui est acté par le nouveau dossier. Donc c'est effectivement hyper important, même si ça semble pénible et chronophage, ça l'est. C'est absolument nécessaire pour qu'à chaque moment de la croissance de l'enfant, on puisse répondre à ses besoins par des choses qui soient adaptées. Donc, c'est vrai que ce certificat est long, le dossier est complexe, mais 1 page. Pour les équipes, surtout pour les familles, il leur faut un maximum d'éléments parce qu'ils sont profanes sur tout le monde ne connaît pas le spina bifida. C'est surtout pour les familles en fait. Voilà. Quand vous avez des départements, ils défilent 250 000 dossiers par an. Mais c'est surtout pour les familles. Moi, je trouve que c'est long parce que, vraiment, pour nous, c'est un fichier. On corrige ce qu'il y a à corriger. En vrai, ça prend pas beaucoup de temps quand on connaît bien les enfants. Mais c'est surtout pour les familles. Je trouve que c'est chronophage et elles ont tellement d'autres choses à gérer. Elles ne sont pas toutes capables de le remplir. Et oui. Il n'y a pas que pour les enfants que c'est chronophage, parce que nous, les adultes, Spina, moi je remplis mes dossiers, je suis obligé de le faire avec ma compagne, parce que c'est chronophage. On oublie forcément des choses
parce que on se dit, oh, bah, c'est pas intéressant, oh, bah, ils n'ont pas besoin de le savoir, oh, bah, c'est pas... Et puis finalement, en rediscutant à tête reposée le lendemain, une fois que le gros du dossier est rempli, bah, à ce moment-là, on vient à compléter ce qui manque. Mais effectivement, déjà, si ça pouvait déjà être rempli en ligne sur toutes les MDPH, j'ai bien dit toutes les MDPH, déjà on y gagnerait du temps parce qu'on pourrait reprendre un dossier existant et à ce moment-là modifier ce qu'il y a à modifier, on gagnerait déjà du temps. Les certificats médicaux en ligne via un espace sécurisé entre le médecin, la MDPH et nous, pourquoi pas. Ça permettrait aussi aux médecins de gagner du temps, parce que les médecins, quand on va les voir, je peux vous dire que ça râle bien fort, et les MDPH, voilà. On peut pas. J'entends bien, mais ça simplifierait pour les médecins aussi, pour les remplir. Pour vous donner un ordre d'idée, moi je vois les enfants sur 1 heure et après je fais un compte rendu. Je le tape toute seule, le compte rendu. Ça me prend une demi-heure au moins de taper un compte rendu. Et ensuite je fais le dossier MDPH. Je le fais pas et je fais les ordonnances après. Enfin la plupart des ordonnances. Donc il faut imaginer qu'1 heure de consultation, c'est derrière peut-être 1 heure, voire 1 heure et demie de travail parce qu'il faut les solliciter les autres médecins. Enfin, faut... Ouais, c'est à peu près ça. Après, c'est le temps qu'il faut. Mais c'est vrai que il y a le travail de consulte, sans vouloir du coup nous plaindre. Hein, c'est juste qu'il y a le travail qu'on fait en consultation. Et il y a tout ce qu'il y a derrière, du coup, qui prend du temps. Qui est en fait aussi important que la consultation. Qui est même... Ouais, quelquefois même plus important c'est ça. pour le résultat. Et je pense que ma collègue adulte, c'est pareil. Hein. Enfin, je pense que... Donc... Vous qui êtes pour le modernisme. Je sais qu'il y a un certain nombre de médecins qui utilisent un logiciel qui s'appelle Dragon. Ils dictent le compte rendu dans ce logiciel et oui. Ils impriment son imprimante et la famille heureuse part avec le compte rendu. Alors, oui, on a ça à Rennes. Mais déjà, les prénoms, moi j'aime nommer les patients par leur prénom dans mes comptes rendus. Et il écrit n'importe quoi. Dysgraphisme, il comprend toujours pas. Au bout de 3 ans, non, il comprend pas. Il écrit dysgraphie. Il écrit donc j'ai l'air d'une nounou ici. Je ne relis pas le courrier. Je trouve que non, mais vraiment. Et puis voilà, les comptes rendus, ils font facile 3 pages. C'est dommage qu'il n'y ait pas une intelligence artificielle. Ils apprennent les mots et puis après les stockent. Il y a des logiciels qui le font. C'est vrai. Mais pas le logiciel médical. Mais non, parce que... en fait, c'est surtout parce que ça coûte plus cher et que du coup, l'hôpital ne l'achète pas. Ah, d'accord. Ça existe. Donc ça existe. Avec un iPhone, je pense que j'écris plus facilement mes courriers qu'avec Dragon à l'hôpital. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des administrations qui ont des logiciels de Word qui datent d'il y a 20 ans. C'est vrai. On a découvert ça. J'avais une autre petite question. Vous dites que pour les adultes, un bilan, c'est tous les 2-3 ans, ce serait ce qui serait bien. Et pour les enfants, vous préconisez quoi? Que le bilan tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans? Alors, moi, je vois les enfants tous les 6 mois si y a beaucoup de complications. Ça dépend. Il y a des enfants avec un dysgraphisme fermé qui sont quasi asymptomatiques. Alors, je les vois qu'une fois par an. Hein. Je ne vais pas les embêter. Mais moi, je les vois entre tous les 6 mois et tous les ans. Sur la consultation, je gère le côté urinaire et digestif. Et les BUD, je les fais une fois tous les 1 an et demi, 2 ans. Parce que c'est compliqué d'avoir des places. Sauf s'il y a une évolution rapide, sauf s'il y a du Botox qui a été fait. Voilà. Et à Rennes, on a aussi instauré depuis peu, et ça c'est vraiment une avancée, et c'est un peu financé du coup par le budget du centre, c'est la vidéo urodynamique. Pour moi, c'est révolutionnaire. C'est nouveau.
Ouais, il n'y a que 7 centres en France qui du coup utilisent cet examen. Donc nous, on commence tout juste à s'y mettre chez les adultes. Il faut savoir qu'il y a quand même 30% des patients avec un dysgraphisme qui ont des reflux. Et les reflux peuvent fausser le bilan aérodynamique. Le bilan aérodynamique, je pense que le docteur Teng vous en a parlé tout à l'heure. Le bilan aérodynamique peut être faussé par ce reflux. Et Oui, du, le docteur Lallemand aussi. et du coup, c'est primordial. On est d'accord, on ne s'est même Ah pas oui, mais tout le concerté. monde est pas concerté, hein. Donc on commence tout juste à l'utiliser et puis ça évite tout de même 2 examens qui sont invasifs, qui sont source d'infection urinaire. Désagréable en plus. Voilà, ça, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça additionne l'UCRM ou la cystographie rétrograde avec le bilan aérodynamique. On fait les 2 en même temps. Du coup, c'est... Petite question. Oui, pardon. Vous avancez sur les marqueurs en matière d'incontinence urinaire? Il y a un programme de recherche là-dessus. Il y a un programme de recherche où on a du mal à avoir les accords du coup pour lancer la recherche. Ah, un problème de... Oui, TIPMP, enfin, le docteur Perronnet travaille là-dessus. Il a sorti un premier jet en fait sur, il me semble, des adultes, mais sur une fois. Un marqueur urinaire à un bilan aérodynamique. Ça éliminerait le but à ce moment. Exactement. L'idée, ça serait, parce qu'on a l'idée qu'il y a des marqueurs urinaires de vessie neuro, et du coup, l'idée, ce serait de faire juste ce dosage urinaire de ces marqueurs qui remplacerait le bilan aérodynamique dans l'idéal. Bon, ça, moi, me mettrait peut-être un petit peu au chômage, mais tant pis. Oh, lorsque vous occupez, c'est jamais fini. Hein. Et du coup, l'idée, ce serait, actuellement, on tente de faire une recherche où on ferait ces dosages plusieurs fois chez les enfants, en faisant la comparaison avec le bilan aérodynamique et voir si on arrive à avoir une progression chez ces marqueurs. Donc ça, c'est une étude en cours, effectivement, à Rennes. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions? Remarque, oui. Je sais pas où il est Pour les ordonnances, quand on renouvelle le matériel, par exemple, genre péristyle, mon généraliste, il me demandait si on pouvait avoir une fréquence inférieure à 6 mois. Ce qui est, les ordonnances, parce que jusqu'à présent, tous les 6 mois, il faut que je retourne pour faire une ordonnance pour être remboursé. Et vous voulez dire supérieur à 6 mois, du coup vous voudriez avoir des délais sur 1 an, en fait. Ouais. Bah, moi, c'est ce qu'on... Bah, moi, c'est ce que je fais systématiquement à chaque consultation, 6 mois, renouvelable une fois. C'est ça. Et je pense que c'est ce que ma collègue, du coup, de MPR fait, c'est... moi, je fais systématiquement du coup une ordonnance pour qui va se terminer au prochain rendez-vous. Et si jamais il y a un décalage, voilà, ça arrive, le rendez-vous se décale, on refait. Après, il faut avoir le relais avec le médecin traitant. Oui, alors après, je sais que... C'est justement le médecin traitant qui dit, qui râle que je vais le voir tous les 6 mois. Rien que pour ça. Lui, il pourrait faire l'ordonnance pour un an, en fait. Lui, il peut le faire. C'est ça que je voulais savoir. Merci. QSP 6 mois, renouvelable une fois. Voilà, tout ça. Donc ça fait 1 an. C'est ça, c'est l'ordonnance. L'ordonnance, elle est valable normalement que 6 mois. Et du coup, si on fait renouvelable une fois, ça prolonge jusqu'à l'année entière. On ne peut pas vraiment mettre pour 1 an. On est d'accord que c'est pareil. 6 mois, renouvelable une fois. Normalement, c'est 6 mois renouvelables une fois. Mais des fois, sur 1 an, ça passe. Par expérience. Mais il vaut mieux mettre 6 mois renouvelables une fois. Ça, il n'y a pas de problème, c'est légal. Ça change pas grand-chose. Non, ça change vraiment pas grand-chose. Mais vis-à-vis de l'administration, ça peut changer beaucoup de choses. Exactement. L'administration est tatillée. D'autres questions? D'autres idées? On n'entend pas l'Auvergne? Mais non, ça arrive de temps en temps. Alors, quand est-ce que tu prends une consultation? Ça vous fait drôle? On s'inquiète. François vient de me poser une question, Jacques. Bizarrement, tu n'as pas répondu. De quoi donc? J'ai pas entendu.
C'est avec le consentement du patient. Bien sûr. Pas de question. Mais on est gentil. Je doute. L'année prochaine, on vous prend un rendez-vous, on prend notre maintenant. Il y a des témoins. On va programmer l'entretien infirmier. Il faut être programmé parce que là, il faut 2 mois et demi. Si, une question qui me vient, et vous avez parlé donc bien sûr de la semaine, mais il vient d'un domicile, le patient. Il vient par avion, il vient par train, c'est remboursé, c'est comment? Parce que ça n'a pas été abordé. Et il n'arrive pas en claquant des doigts, ça n'existe pas encore. Donc l'aspect transport, organisation transport, ça se passe comment? Auxiliaire de vie, etc., etc. Non, les auxiliaires, généralement, elles ne viennent pas lors du bilan, parce qu'on n'a pas été confronté en fait encore à ça. Accompagnement de patients qui viennent de loin et qui ont l'habitude d'avoir de l'aide humaine au quotidien pour se lever, se coucher, se laver, ce genre de choses. Dans ces cas-là, on propose une hospitalisation dans le service de MPR sur 4 jours. D'accord. Voilà. Et pour les adultes qui sont en fauteuil roulant spinal, ils non-voyants. Oui, et ben donc, dans ce cas-là, ils sont hospitalisés en médecine physique et réadaptation. Alors, on fait un bon de transport, donc ça peut être soit, vous venez soit par vos moyens personnels, soit via le train, et on fait un... Oui. Oui, il y a un remboursement. Bah oui, parce que du coup, comme on est centre de référence, généralement ça passe, en fait. Et on a même... oui, c'est ça. On a un patient qui venait de La Réunion ou de la Guadeloupe tous les 2-3 ans. Et son transport était pris en charge. Normalement, en France, il y avait une directive du directeur général. Est-ce qu'il y a une prise en charge, même s'il y a un centre de compétences près du domicile du patient? Oui, ça passe. C'est pris en charge de ton domicile jusque chez eux. Et justement, c'est assez difficile puisqu'il faut qu'on passe par-dessus les CEPAM. La CEPAM va te dire, faites-vous hospitaliser, faites-vous soigner dans le département. Et donc on répond, bah non, ça n'existe pas. Donc on a le droit d'aller ailleurs. Oui, pardon. C'est pas une consultation, c'est une hospitalisation. C'est ça, oui. Parce que la consultation n'est pas prise au plus de 150 km. C'est ça. Bah, si c'est une hospitalisation de jours, à plus de 150 km, c'est accepté. Parce que du coup, les enfants qu'on voit, ils viennent parfois de plus de 150 km, parce que Brest, c'est un peu loin, par exemple, de Rennes, et il n'y a pas de problème, du coup, ils sont pris en charge, avec la demande d'entente préalable. Oui, même pour une consultation. Même pour une consultation. Ouais. Oui, ça passe. Alors, ou alors, ils sont sympas, je sais pas. Donc en fait, ce bilan, je dirais toute personne qui sort du petit périmètre 150 km, c'est programmé avec une demande d'entente préalable, que ce soit pour le transport. C'est ça, oui. C'est une demande préalable, d'accord. Si c'est par rapport directement à une chirurgie, ça ne prendra pas en charge. C'est la demande qu'on vous donne, une prise en charge par rapport... Ah oui, c'est pas ton médecin traitant chez toi qui pourra la faire. Ça demande c'est le centre. C'est une question qu'on pose à la fin de l'entretien, en fait. Si vous venez en bilan pluridisciplinaire, comment vous venez au centre de référence? Donc par vos moyens personnels, en train, en avion ou en VSL C'est encore jamais arrivé électrique. Mais ça, on en tient compte, en fait. Vraiment, c'est... C'est tout de même compliqué, parce qu'on vous demande souvent de venir avec vos appareillages. Donc, si vous voulez venir en train, du coup, les appareillages dans le train, c'est la croix et la bannière. C'est vrai que c'est pas facile. Mais vous pouvez venir en ambulance. Parce que le train, il y a la problématique des interconnexions. Si on peut prouver la nécessité, bien sûr. J'ai déjà vu des spinas traverser la France en ambulance. Ouais, et puis pas très confort, je pense. Mais... Récemment, on a eu Marseille-Rennes. Dans ce cas-là, c'est en avion, c'est plus simple, c'est plus rapide. C'est moins écologique.
Est-ce que vous avez des patients qui viennent d'autres pays européens parce qu'ils n'ont pas de centre de compétences, de référence dans leur pays? Parce que moi j'ai une demande, quelqu'un qui a un SPINA qui habite au Luxembourg, qui me dit qu'au Luxembourg, en fait, il n'y a rien, il n'y a aucun centre spécialisé. Alors, on n'a jamais eu de demande Alors, le Luxembourg, Belgique. en principe, le Luxembourg, c'est possible parce qu'il y a un accord entre le Luxembourg et la France. Par exemple, les Luxembourgeois se font soigner à Nancy. D'accord. Nous, alors après, j'ai pas eu le cas pour des adultes qui viendraient, mais par contre, les enfants, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des enfants qui viennent pour les bilans et qui viennent de pays d'Afrique, et dans ces cas-là, par contre, les parents payent l'intégralité du bilan. On organise, mais les parents sont obligés de payer. Enfin, voilà, c'est... Non, ils viennent pour des chirurgies, on parle de 15 000 €. Oui, oui. Ouais. Mais c'est pas nous qui leur demandons cet argent-là, c'est l'hôpital. Enfin, voilà, c'est l'hôpital, quoi. Qui a des directives. Ok, ouais, je vais lui dire. Enfin, une fois qu'on est dans l'ambulance, la distance compte moins. Ouais, parce qu'ils viennent même de Metz, de Nancy. Oui, je le sais, oui. Il y a un accord franco-luxembourgeois. Moi, je suis venue en 2009. Et en fait, je n'ai jamais pu me faire rembourser. J'ai fourni tous les papiers, j'ai tout fourni. On m'a dit que non, parce que je n'étais pas obligée d'aller à Rennes, mais je pouvais rester à Caen. Oui, mais ça, il y a des fois des résistances. Mais ça. Si on écrit la direction, la GNAM, ça saute. Moi, j'ai juste ce problème-là aussi, mais en fait, c'était le début des centres de référence. Du coup, localement, ils ne connaissaient pas, ils ne comprenaient pas pourquoi on allait se faire soigner à Rennes alors qu'on habitait. Ouais. Ça a beaucoup évolué, hein. J'ai une patiente qui vient de Bourges, elle vient souvent, elle est remboursée, et pourtant il y a Tours juste à côté. Du moment où vous êtes labellisé dans le plan maladie rare, ça doit marcher. Il faut être labellisé aussi. On va peut-être pas être labellisé. Si mes petites oreilles marchent, je crois que oui. On disait que pour que ça fonctionne, il fallait être labellisé centre de référence. Et du coup, comme on est là actuellement en cours de relabellisation, je rigolais sur le fait que... Enfin, rigolais. Je questionnais le fait qu'on pouvait ne pas être relabellisé, en fait. Mais je ne pense pas. Oh, ça fait quand même un peu de bruit, quand même. Oui, quand même. À exclure. On se défendrait. D'autres questions? Profitez-en. Des limites d'âge? Aucune. Après, c'est gériatrie. Et bien justement, en fait, je trouve que c'est un des axes aussi sur lesquels il faut qu'on travaille, parce que en fait, tout le monde est en train de vieillir, et il va falloir du coup que la prise en charge elle soit aussi correcte que la transition enfant-adulte. On parle tout le temps enfant-adulte, mais adulte-gériatrie, ça va être important. C'est ça. Et oui, donc il faut travailler là-dessus, parce qu'il va y avoir forcément des pathologies sur un associé, parce que en fait, voilà, c'est ce qui se passe malheureusement quand on vieillit. Et vous ne pourrez pas vous retrouver face à des médecins qui disent non, mais moi je connais pas le SPINA, donc je ne prends pas en charge votre AVC. Enfin, c'est... C'est normal, vous vieillissez, donc voilà. Les douleurs neuropathiques, c'est normal, tout est normal parce qu'on vieillit en fait. Je pense que malheureusement, on va se baser sur votre expérience et sur votre vécu pour derrière pouvoir... c'est dommage, mais pour mieux prendre en charge du coup les prochains qui vont vieillir.
Alors peut-être qu'il y a des choses aussi qu'on ne sait pas encore, aussi parce que du coup, avant, les personnes avec un dysgraphisme n'avaient pas la même espérance de vie. Donc c'est possible qu'il y ait des choses qu'on découvre en fait avec le temps. On va en découvrir. Moi, un exemple, moi j'ai en ce moment des douleurs aux pieds, aux orteils. C'est de l'arthrose. Mais je me demande si c'est vraiment de l'arthrose ou si c'est par rapport à... Ça vaudrait peut-être le coup du coup de refaire une IRM. Parce que je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, des syndromes de refixation médulaire. Absolument. Oui. Et les adultes ne connaissent plus la neurochirurgie, ils n'ont pas de problème. Ah non, les neurochirurgiens, oui. Ils savent plus. Ça existe. En neurochirurgie, il y a un suivi si on a une valve en fait, mais enfin, pas partout. Mais Bon. Le problème, c'est qu'une partie des spinats ont une valve enfant, ils ne savent même pas qu'ils en ont une, ils sont adultes. à Lille, il y a un suivi tous les 3 ans. Quoi, mais... Ouais, moi, j'avais un ami, il me disait, même si on n'a rien, quand on est spinat, il faut au moins une consultation en neurochirurgie tous les 5 ans. Donc la pratique à l'âge adulte, c'est plutôt... Enfin, c'est pas standard. C'est quelque chose qui manque. D'avoir une espèce de référence en disant, vous avez ce problème, voilà, on est consulté tout le temps d'année. C'est pas encore standardisé, quoi. Ouais. C'est le patient qui dit, bon tiens, j'ai mal, je serais peut-être allé voir consulter un médecin pour ça. Justement, vous nous aviez donné l'idée d'un PNDS qui regrouperait toutes les spécialités du coup pour les adultes, pour les médecins traitants, voilà, enfin pour les médecins traitants, mais finalement qui pourrait être utile pour tout le monde. Et voilà. Et du coup, je pense que ça pourrait être le bon endroit. Oui, Vas-y, c'est bon. Ça va? Oui, justement, je voulais me poser une question parce que, en fait, on parle d'IRM, de scanner et tout ça. Mais, par exemple, moi, j'ai une arthrodèse dans le dos, qui est très grande, qui a été faite il y a une 40aine d'années. Donc, du coup, au scanner, avec les interfacts, on ne voit pas grand-chose. Il y a l'IRM, on ne voit rien du tout. Donc, comment fait-on? Parce que là, on dit de faire des bilans, mais on ne peut pas parce qu'on ne voit rien. Comment fait-on? C'est une bonne question. Je pense qu'on se base sur la clinique. Ouais. Et... Oui, mais si un jour on a quelque chose de grave, on ne peut pas se soigner, quoi, en fait, en gros. Comme le dit Sandrine, les IRM, elles progressent et au fur et à mesure, on peut, en fait, on supporte de plus en plus, du coup, les artefacts et de plus en plus, c'est des coupes fines qui permettent l'étude. Il y a un moment où ce sera de mieux en mieux et où on pourra de toute façon voir même avec le matériel métallique. Donc il y a des progrès qui sont faits là-dessus, qui sont faits d'année en année sur la clarté des IRM. Parce que bon, le scanner, c'est vrai que c'est un petit peu évolué parce qu'ils ont des nouveaux logiciels et ça marche à peu près bien, si on veut bien le faire. Parce que moi, une fois, j'avais prévenu pourtant. Et puis on me rend le truc illisible. Ah oui, forcément, illisible. Si on fait le truc traditionnel, ça ne marche pas. Et pourtant, j'avais prévenu. Donc j'ai fait un examen pour rien. Donc c'est encore pas entré dans les mœurs. Naturel, on va dire.